Une partie de l'Afrique se contente d'appeler les Chinois pour poser du pavé sur les routes. Pourtant, Aksum avait, via ses propres technologies, érigé des stèles de la taille d'un gratte-ciel, des immeubles, des ports. Écoutons le texte de l'archéologue et historien Francis Anfray. Suivant les sources de base, l'histoire du royaume d'Aksum s'étend sur près d'un millénaire à partir du 1er siècle de notre ère. Elle enregistre un certain nombre d'événements majeurs tels que 3 interventions armées en Arabie du Sud au 3e, 4e et 6e siècle, une expédition à Méroé au 4e siècle, et, au cours de la première moitié de ce même siècle, l'introduction du christianisme. Une vingtaine de rois, dont la plupart ne sont connus que par les monnaies qu'ils ont émises, se sont succédés sur le trône d'Aksum. Parmi eux, les noms d'Ezana et de Caleb brillent d'un éclat particulier. D'autres monarques ont aussi leur nom conservé par les traditions que les siècles ont léguées. Ces traditions, fâcheusement, comportent une grande part d'incertitude. Le plus anciennement attesté de ces rois est Zoschalé que mentionne un texte grec de la fin du 1er siècle. Ce nom correspond-il aux Edda Akhalé des listes royales traditionnelles? La question reste ouverte. Les sources de renseignements sur la civilisation aksumite sont de nature diverse. Elles comprennent des passages d'auteurs anciens depuis Pline qui fait l'état d'Adouli jusqu'aux chroniqueurs arabes, Ibn Ishaq, Ibn Isham et Ibn Awal. Ces textes sont en général peu explicites. L'essentiel de la documentation est naturellement fourni par l'épigraphie locale et le matériel archéologique, que le développement de la recherche accroît au fil des années. Peu nombreuses, les inscriptions ont été rassemblées dès le XIXe siècle. De grands textes d'Ezana, gravés dans la pierre, se rangent au nombre des plus importantes. Naguère, la découverte de nouvelles inscriptions d'Ezana, de Caleb et d'un de ses fils, en grec, en gaze et en pseudo-sabéen, a livré des indications multiples. Durant ces 20 dernières années, d'autres témoignages ont été réunis, notamment des inscriptions rupestres et des textes sur plaques de schiste découverts en Érythrée. Ils constituent les plus anciens écrits de la période aksumite, à dater du IIe siècle de notre ère. L'observation archéologique et le produit des fouilles composent assurément la source majeure de documentation sur la civilisation d'Aksum. À partir du XIXe siècle, des voyageurs notent l'existence de sites, de monuments et d'inscriptions. Des études paraissent, quelques-unes du plus grand intérêt, ainsi l'ouvrage abondamment documenté de la mission allemande d'Aksum en 1906. L'Institut éthiopien d'archéologie est créé en 1952. Des travaux méthodiques sont alors entrepris. Plusieurs sites font l'objet d'enquêtes approfondies, Aksum, Melazo, Haoulti, Yéa et Matara. Dans le même temps, la carte des établissements antiques s'accroît notablement. Elle montre actuellement une quarantaine de sites majeurs et il est certain que d'autres prospections en augmenteront la liste. Mais il reste que notre information est dans l'ensemble défectueuse. C'est que les recherches ont été encore insuffisantes. Les vestiges mis au jour sont pour la plupart de datation imparfaite. Les inscriptions sont presque les seuls documents à entrer dans un cadre chronologique, pas toujours fixe. Trop de données font encore défaut pour qu'on puisse présenter autrement qu'à grands traits le panorama de la civilisation d'Aksum. L'ère aksumite. Le territoire aksumite, selon le repérage de l'archéologie, s'inscrit dans un rectangle vertical de 300 km de longueur et de 160 km de largeur très approximativement. Ce rectangle est compris entre 13 et 17 degrés de latitude nord, 38 et 40 degrés de longitude est. Il s'étend de la région au nord de Kéron jusqu'à Lamba Alagui au sud, d'Adouli, sur la côte, jusqu'au parage de Takazé, à l'ouest. Adidano est pratiquement le dernier site connu de ce côté, à une trentaine de kilomètres d'Aksum. Époque proto-aksumite.
L'émergence d'Aksum dans les sources antiques. L'existence d'Aksum est d'abord attestée par des sources extérieures, principalement liées au commerce maritime. Dans les sources écrites, le nom d'Aksum apparaît au 1er siècle dans le périple de la mer Érythrée, puis chez le géographe Ptolémée au 2e siècle. Il souligne le rôle crucial d'Adouli, port stratégique situé sur la mer Rouge. C'était le principal débouché maritime d'Aksum, situé à environ 8 jours de marche de la capitale. Les réseaux commerciaux étaient déjà bien structurés. Aksum drainait les richesses de l'arrière-pays africain, ivoire, cornes de rhinocéros, écailles de tortue, obsidienne, pour les injecter dans le commerce mondial de l'époque, notamment vers le monde romain. Les marqueurs d'une identité culturelle en mutation. Sur le plan de la culture matérielle et intellectuelle, cette période est celle d'une évolution majeure. C'est ici que se joue la naissance de l'alphabet éthiopien. Si les premières inscriptions s'inspirent des modèles sud-arabiques du dernier millénaire avant notre ère, on observe dès le 2e siècle une différenciation nette. L'écriture s'autonomise pour devenir le système que nous connaissons encore aujourd'hui. On note aussi une rupture avec le panthéon ancien. Les symboles pré-aksumites comme le lion ou le sphinx disparaissent. Seul subsiste le symbole lunaire, le disque sur le croissant, que l'on retrouve sur les stèles de Matara ou les monnaies, témoignant d'une continuité symbolique malgré le changement des cultes. Le défi de l'archéologie. Il faut toutefois noter que notre connaissance de cette période reste lacunaire. Rareté des vestiges, les inscriptions des 2e et 3e siècles sont peu nombreuses et laconiques. Difficulté d'identification, si des ruines d'édifices et des poteries existent, l'état actuel de la recherche ne permet pas toujours de distinguer clairement les strates proto-aksumites des périodes précédentes ou suivantes. Continuité contre rupture, l'archéologie démontre que la civilisation aksumite ne naît pas ex nihilo, elle s'appuie sur un héritage pré-aksumite solide tout en opérant une synthèse originale qui lui permettra de devenir un empire. Sites aksumites. Aksum, une capitale de 2 mesures et de prestige. Aksum n'était pas qu'une simple ville, c'était une vitrine de puissance. Le site est célèbre pour ses monolithes sculptés, dont certains comptent parmi les plus hauts du monde antique. Ces stèles, accompagnées de tables de pierre et d'hypogées, tombeaux souterrains, dessinent un paysage urbain dédié à la mémoire des rois. Les missions archéologiques, notamment allemandes et éthiopiennes, ont mis au jour des complexes massifs comme Taka Mariam, 120 mètres sur 85 mètres. Dongour, situé en périphérie, est un château du 7e siècle mieux conservé. Avec son pavillon central surélevé à gradins, ses 40 pièces et ses dispositifs de chauffage, il illustre parfaitement l'habitat de la haute noblesse aksumite. La ville s'étendait des champs de stèles à l'est jusqu'au monument de Dongour à l'ouest, incluant des sites majeurs comme l'église Mariam Sion, bâtie sur des fondations antiques colossales. Les nécropoles, un lien entre les vivants et les morts. L'importance du culte des ancêtres et de la lignée royale se lit dans la pierre. Les cryptes de Caleb et Gebra Mascal, situées sur une colline au nord-est, ces structures superposent des chapelles à des caveaux sophistiqués. L'utilisation de blocs polygonaux rappelle d'ailleurs des techniques syriennes du IIe siècle, prouvant l'ouverture culturelle d'Aksum. Des tombeaux à fours creusés dans le rocher aux nécropoles de stèles renversées, comme au lieu d'Ibazan, le sol d'Aksum est littéralement saturé d'histoires funéraires. Adouli, la porte d'entrée cosmopolite. À 4 km des côtes, le site d'Adouli, aujourd'hui Aksouli, servait de centre névralgique pour le commerce. Les fouilles, Saint-Ström, Paris-Béni, ont révélé des bâtiments à gradins similaires à ceux d'Aksum, mais avec une forte influence byzantine et méditerranéenne. Le palais de Saint-Ström et les structures environnantes présentent des plans basilicaux avec nef,
abside semi-circulaire et cuve baptismale. Un point fascinant est la présence de l'autel du Soleil sous une basilique, prouvant que les lieux de culte chrétiens ont souvent remplacé des sanctuaires païens plus anciens. Matara. Le site de Matara, fouillé méthodiquement entre 1959 et 1970, est un gisement exceptionnel qui révèle une ville structurée et stratifiée. L'architecture domestique et la stratification, l'archéologie y a mis au jour 3 types d'habitations qui reflètent une véritable pyramide sociale, les grandes villas, construites sur le modèle du palais, corps de logis central sur soubassement à gradins. Les maisons intermédiaires, reprenant certains codes de prestige, gradins, mais à plus petite échelle. Le quartier populaire, un ensemble d'une trentaine de logis familiaux plus modestes, 2 à 3 pièces, où l'on a retrouvé des foyers et des ustensiles du quotidien. Matara abrite 3 sanctuaires chrétiens. L'un d'eux est particulièrement remarquable pour son ingéniosité technique, une salle baptismale dont le système d'adduction d'eau était constitué d'amphores emboîtées verticalement. On y trouve aussi une chapelle funéraire à crypte, rappelant par ses formes les tombeaux royaux d'Aksum. Koheto, urbanisme de haute altitude et ingénierie. Plus au nord, à 2600 mètres d'altitude, le site de Koheto offre une perspective différente, axée sur l'aménagement du territoire. Le site est parsemé de tertres recelant des églises aux dimensions comparables à celles de Matara. Les piliers encore debout témoignent d'une architecture rectangulaire robuste, typiquement aksumite. L'élément le plus spectaculaire de Koheto est sans doute le barrage du bassin de Safra. Long de 67 mètres, construit en blocs parfaitement ajustés, il disposait même d'escaliers intégrés pour accéder à l'eau. Cela démontre une maîtrise avancée de la gestion des ressources en milieu d'altitude. Le site mêle les époques. On y trouve à la fois des tombeaux chrétiens ornés de la croix aksumite, dans les ravins voisins, des peintures rupestres plus anciennes représentant des bovidés et des chameaux, signe d'une occupation humaine très longue. Ce qu'il faut retenir de ces 2 ensembles, c'est leur rôle de pont entre les époques. L'héritage ancien, Matara repose sur des niveaux sud-arabisants profonds, prouvant que les Aksumites se sont installés sur des centres de pouvoir déjà établis. L'uniformité culturelle, que ce soit à Aksum, Adouli ou Matara, on retrouve les mêmes codes, le soubassement à gradins, les murs à redans et le plan basilical. La vie quotidienne, contrairement à la capitale, ces sites nous renseignent sur l'existence d'une classe moyenne et de quartiers d'habitations ordinaires, nous sortant d'une histoire purement royale. Ville, marché. Loin d'être des forteresses isolées, les cités aksumites étaient des centres d'échange dynamiques. Les fouilles révèlent des agglomérations compactes, une densité urbaine réelle. À Matara, par exemple, des ruelles sinueuses serpentent entre des habitations serrées, témoignant d'une population nombreuse et d'une activité qui dépasse largement le cadre agricole. La découverte fréquente de monnaies, de verres fins et d'amphores méditerranéennes prouve l'intégration d'Aksum dans les circuits commerciaux mondiaux. On y trouve des objets d'art en bronze et en or, signe d'une élite aisée. Un point crucial est l'absence totale de fortification. Les échanges ne se faisaient probablement pas à l'intérieur des murs, mais aux abords immédiats des cités. Cette absence de remparts suggère une longue période de stabilité politique et une hégémonie militaire qui rendait toute protection inutile. Les principes de l'architecture aksumite. L'esthétique aksumite repose sur une grammaire de construction extrêmement cohérente, appliquée aussi bien au palais qu'au sanctuaire. L'emploi systématique de la pierre sans mortier, ou avec un simple mortier de terre. Les soubassements à gradins, qui surélève l'édifice pour lui donner de la majesté. L'alternance de parties saillantes et rentrantes, redans, créant un jeu d'ombre et de lumière sur les façades. On observe une prédilection pour l'utilisation de blocs massifs,
particulièrement au IIIe et IVe siècle. Les stèles géantes ne sont que la version verticale de ce goût pour le mégalithisme que l'on retrouve dans les fondations des palais. La question de l'élévation et des matériaux. À quoi ressemblaient ces bâtiments une fois terminés? Le rôle du bois, si la pierre domine, le bois est essentiel pour la cohésion. On l'utilisait pour les châssis, les planchers et surtout les lambourdes encastrées dans les angles des murs pour stabiliser la maçonnerie. Les stèles sculptées, qui imitent des façades, nous montrent d'ailleurs fidèlement les abous de solives, les têtes de poutres, qui soutenaient les étages. La hauteur des édifices, c'est un sujet de débat. Si le voyageur Cosmas Indicopleust mentionne une demeure aux 4 tours au IVe siècle, les archéologues restent prudents. En raison de la relative fragilité des murs liés à la terre, il est probable que les palais ne dépassaient pas 2 ou 3 étages, le rez-de-chaussée servant souvent de socle ou de zone de service, tandis que les appartements nobles se situaient dans les niveaux supérieurs. Monument monolithique. La forêt de pierre, typologie des stèles. L'ère aksoumite est parsemée de monolithes qui se divisent en 3 catégories principales. Les stèles brutes, simplement dégrossies, comme à Goudi, elles servaient de marqueurs funéraires pour le commun des mortels. Les stèles lisses, pouvant dépasser 20 mètres, elles marquent une montée en gamme dans le statut social des défunts. Les stèles architecturales, au nombre de 7, ce sont les plus célèbres. Elles imitent de véritables gratte-ciel antiques. La plus grande atteignait 33 mètres, soit 9 étages sculptés. On y voit des portes, des fenêtres et des abous de solives, poutres, d'un réalisme frappant. Pourquoi sculpter une maison fictive sur une pierre tombale? S'agit-il d'une demeure pour l'âme ou d'un symbole de pouvoir? La question reste ouverte. Au-delà de l'esthétique, ces monuments posent la question de la logistique aksoumite. Face aux stèles se trouve une dalle de 17 mètres de long. Son déplacement sur des kilomètres et son érection sur des piliers témoignent d'une organisation collective puissante et d'une maîtrise parfaite de la traction de masse colossale. Bien que des ateliers de taille aient été identifiés à l'ouest d'Aksum, l'origine exacte des plus grands monolithes reste incertaine, ajoutant au prestige de ces objets impossibles. L'espace public aksoumite était une mise en scène du pouvoir royal et divin. On a inventorié 27 plateaux de pierre servant de socle à des trônes. Alignés près de la basilique Mariam Tsion, ils étaient tournés vers l'est, probablement vers un ancien temple. Ils commémoraient des victoires ou servaient de chair votive. Les inscriptions sont gravées dans le granit en éthiopien, sud-arabique et grec. Cette pratique montre qu'Aksum se percevait comme une puissance internationale parlant aux mondes arabes et méditerranéens. Bien qu'aucune n'ait survécu, les textes mentionnent des statues colossales en or, argent et bronze, dédiées au dieu Arès. Des socles conservent encore l'empreinte de pieds mesurant 92 cm. Suggérant des statues de plus de 5 mètres de haut. Ce qu'il faut retenir de cette monumentalité. Le miroir social. La taille et le décor de la stèle correspondent au rang de l'individu. C'est une hiérarchie de pierres. La continuité religieuse, sur les stèles de Matara, le disque et le croissant, symbole sud-arabique, cohabitent avec l'écriture gaise, marquant la transition vers l'ère chrétienne. L'énigme du décor, bouclier, lance, emblème métallique fixé par des clous. Tout ce décorum suggère un symbolisme guerrier et protecteur dont nous avons perdu les codes précis. La poterie. L'artisanat de la terre cuite à Aksum se caractérise par une grande maîtrise technique, bien que paradoxalement, l'usage du tour ne soit jamais attesté. La production est majoritairement utilitaire, dominée par la terre cuite rouge, souvent lissée à la pierre ou recouverte d'un engobe, et la terre cuite noire. La gamme est vaste,
allant du minuscule gobelet au jarre de stockage de 80 cm de hauteur. On y retrouve tout le nécessaire domestique, cruches, marmites, tasses et jattes. Les motifs sont principalement géométriques, festons, treillis, dents de scie. On observe quelques figures naturalistes, épis de blé, oiseaux, serpents. Le marqueur religieux, à partir d'une certaine époque, la croix chrétienne devient omniprésente, estampée ou incisée sur les fonds et les parois des vases. L'étude de la poterie permet de dessiner une géographie culturelle du plateau éthiopien. Le style d'Aksum, ouest, on y trouve des vases aux parois piquetées d'incisions linéaires et, surtout, des jarres uniques dont le goulot est sculpté en forme de tête humaine. Le style de Matara est, à l'inverse, l'Orient aksumite privilégie des bols à bossettes et à côte, absents de la région capitale. Ces différences suggèrent l'existence d'ateliers régionaux distincts, malgré une unité de civilisation globale. Aksum au cœur du commerce mondial. La céramique est la preuve irréfutable de l'ouverture d'Aksum sur l'extérieur. Dans les couches archéologiques, la production locale côtoie des objets de prestige importés. Les amphores méditerranéennes, très nombreuses à Adouli, ces amphores à parois côtelées servaient au transport du vin ou de l'huile. Fait touchant, elles étaient parfois réutilisées comme urnes funéraires pour les nouveau-nés. On a retrouvé des vases à glaçure bleue importés des réseaux de l'océan Indien, ainsi que de nombreux fragments de verrerie fine, fioles, flacons. Des coupes rappelant la terra sigillata témoignent également d'échanges constants avec l'Égypte romaine et byzantine. Un impact environnemental méconnu. L'abondance de cette poterie nous livre une information indirecte sur l'écologie de l'époque. La cuisson d'une telle quantité de terre cuite nécessitait une consommation massive de combustible. Cela suggère qu'à l'époque antique, le plateau éthiopien était beaucoup plus boisé qu'il ne l'est aujourd'hui. La poterie est donc aussi le témoin d'une transformation profonde du paysage par l'homme. Quelques objets particuliers. L'un des objets les plus spectaculaires découverts à Matara est une lampe en bronze de 41 cm de haut. Elle représente un chien portant un collier qui poursuit un bouquetin, le tout surmontant une coupe portée par des colonnades en forme de palmier stylisé. La présence d'un bucrane, tête de bœuf, en relief et le thème de la chasse rituelle indiquent une origine ou une influence directe de l'Arabie du Sud. Cet objet illustre parfaitement la persistance des liens culturels avec l'autre rive de la mer Rouge. Le trésor d'or de Matara, un héritage accumulé. La découverte d'un vase en bronze contenant un véritable trésor d'orfèvrerie nous renseigne sur la richesse des élites. Le trésor comprend 2 croix, des chaînes, une broche, et plus de 130 perles et pendeloques, le tout en or massif. Fait fascinant, le trésor contient 14 monnaies d'empereurs romains, principalement des Antonins, 2e et 3e siècles. Cependant, ces pièces n'étaient plus utilisées comme monnaie, munies de bélières, elles avaient été transformées en bijoux. Bien que les pièces soient anciennes, le dépôt semble dater du 7e siècle, prouvant que ces objets de luxe étaient conservés et transmis sur plusieurs siècles. Aksum au carrefour des mondes, Égypte, Nubie et Inde. Au-delà des bijoux, les petits objets du quotidien confirment le rôle de plaque tournante d'Aksum, les fouilles livrent des dés en terre cuite, des cachets gravés et des statuettes de fertilité rappelant les figurines préhistoriques. Un point crucial soulevé par les archéologues est la présence à Haulti de figurines en terre cuite dont le style rappelle les phases de Mathura et de Gupta en Inde. Cette parenté stylistique n'est pas un hasard, elle correspond à l'âge d'or du commerce entre l'Inde et la Méditerranée via la mer Rouge, où les Aksumites servaient d'intermédiaires incontournables. Enfin, les niveaux aksumites montrent une pratique courante de remploi. On y retrouve des fragments de brûle-parfum ou des inscriptions sud-arabiques datant du 5e siècle avant notre ère,
brisés et réutilisés dans les murs des maisons aksumites. Cela montre que les Aksumites vivaient littéralement sur et avec les débris de leurs ancêtres. La numismatique. Les monnaies aksumites revêtent une importance spéciale. C'est par elles seules en effet que 18 noms de rois d'Aksum sont connus. Quelques milliers de ces monnaies ont été recueillies. Autour d'Aksum, les champs de labour en livrent beaucoup, notamment au temps des pluies qui délavent les terres. La plupart sont en bronze. Leurs dimensions varient de 22 à 8 mm. Les rois figurent sur ces monnaies, souvent en buste, avec ou sans couronne. Un seul est représenté assis sur un trône, de profil. On y voit des symboles divers, le disque et le croissant pour les premiers rois, Andibi, Afila, Kazana, Ouazeba, et Zana. À partir d'Ezana et sa conversion au christianisme, toutes les monnaies portent la croix, soit qu'elles occupent le centre d'une face, soit qu'elles se mêlent aux lettres de la légende sur le pourtour. Dans certains cas 2 épis courbés encadrent le buste royal ou bien un épi droit figure au centre de la monnaie. Ainsi pour les monnaies d'Afila et d'Ezana. Sont-ils, ces épis, l'emblème d'un pouvoir agraire ? Les légendes sont écrites en grec ou en éthiopien, jamais en sud-arabique. Le grec apparaît dès la plus ancienne des pièces, c'est seulement à partir de Ouazeba que l'éthiopien est employé. Les formules sont diverses, par la grâce de Dieu, joie et salut au peuple, paix au peuple, il vaincra par le Christ, etc. On lit naturellement le nom du roi avec la mention roi des Aksumites ou roi d'Aksum. Les monnaies ne sont pas datées, ce qui pour leur classement donne lieu à de nombreuses conjectures. Le type le plus ancien, Andibi, semble-t-il, ne remonte pas au-delà du IIIe siècle. Le plus tardif, Ataza, date du 8e siècle. L'écriture et la langue des Aksumites. L'un des apports les plus durables d'Aksum est la création d'un système graphique unique en Afrique. Si l'alphabet le plus ancien est de type sud-arabique, l'écriture éthiopienne proprement dite émerge au IIe siècle. Elle change de sens, pour se fixer de gauche à droite, et ses caractères s'arrondissent. Au IVe siècle, sous le règne du roi Ezana, le système évolue de façon majeure, il devient syllabique. On intègre des signes vocaliques aux consonnes pour noter les timbres de la langue. C'est la naissance officielle du guess tel qu'il sera utilisé pour la traduction de la Bible au Ve siècle. Les inscriptions royales, notamment celles d'Ezana, utilisent souvent 3 écritures, le guess, le sud-arabique et le grec, prouvant la volonté d'Aksum de s'adresser à toutes les puissances de l'époque. Les moteurs de l'essor aksumite. Pourquoi Aksum a-t-il connu une telle ascension entre le 1er et le 6e siècle ? 2 facteurs économiques ont été déterminants. Grâce au progrès romain et à la maîtrise des vents, découverte attribuée au pilote Hippale, le trafic maritime s'intensifie. Strabon mentionne que 120 vaisseaux partaient chaque année vers l'Afrique et l'Inde. Adouli devient alors le port incontournable de ce réseau mondial. Aksum s'impose comme le principal collecteur d'ivoire de l'arrière-pays africain. Cette denrée était vitale pour le luxe romain et oriental. Les auteurs antiques décrivent une terre peuplée d'éléphants, Nonosus en observe 5000 lors de son voyage, faisant d'Aksum le fournisseur officiel de l'Inde, de la Perse et de Byzance. Entre héritage et innovation, la souche africaine. Un débat historique central concerne l'origine de cette civilisation. L'archéologie moderne apporte des réponses nuancées. Continuité pré-aksumite, Aksum n'efface pas le passé. On retrouve des survivances du dernier millénaire avant notre ère dans l'agriculture, usage de l'araire, l'architecture, système de gradins, et la religion, la divinité Astar est encore citée au IVe siècle. Rupture et nouveauté, malgré ses racines,
Aksum apporte des éléments radicalement neufs, une poterie dissemblable, une urbanisation massive là où il n'y avait que des villages, et une nouvelle triade religieuse, Marem, Be'er, Meder. Une identité autochtone, si les influences extérieures, sud-arabiques, grecques, sont réelles, elles ont été digérées. La civilisation aksumite est avant tout le produit de sa souche africaine, qui lui donne sa physionomie et son identité ethnique particulière.